notre réunion. Donc, je déclare la réunion du 22 mars ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur qui ne sait nous rejoindre ici aujourd'hui. Donc, au niveau des chefs de groupe, Monsieur Rassa, Monsieur Delray sera absent et Madame Schkein en retard. Monsieur Van de Bury, pardon, Sandrina. Madame François et Madame Beauregard sont en retard. Ok. Monsieur Capa au complet. Je pense que oui. Madame de Franvirquet au complet. Monsieur Lejeune au complet. Elle était là tantôt. Elle était connectée. L'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité vous ont été envoyés par email avant le début de la séance. Par ailleurs, comme précisé dans cet email, la présentation globale et synthétique des rapports d'activité 2020 est disponible sur le portail des conseillers provinciaux. Je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper à la fin de votre intervention. Concernant les rapports d'activité, je vous rappelle que les membres de l'Assemblée peuvent intervenir sur simple inscription auprès du Président uniquement ce lundi 22 mars. Aussi, je vous demande de bien vouloir transmettre vos questions par email au service du Conseil provincial avant la fin de notre séance de ce jour. Peut-être un petit mot d'explication. Quand on est en présentiel, vous faites votre intervention, vous remettez votre question au service du Conseil. Ici, force est de constater quelqu'un qui souhaiterait remettre une question ou qui veut intervenir et qui est, je vais dire, retenu chez lui, devra le transmettre par email au service du Conseil. En tenant compte de ces éléments, le planning des travaux de cette semaine se présentera donc comme suit. Aujourd'hui, examen des dossiers traditionnels, ouverture et clôture de la discussion sur l'ensemble des rapports d'activité et jeudi, réponse du Collège provincial dans le cadre de l'examen des rapports d'activité. Point 1 de l'ordre du jour, actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 février 2021. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour effectuer la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, je vais vous faire le résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 25 février 2021. La réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de Mme Anne Stans de Bruges en visioconférence et de moi-même. La séance est ouverte à 16h40. 51 membres y assistent. Mme la directrice générale provinciale assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 2021-A11, A12, A13, A14 et A15. L'Assemblée adopte à l'unanimité le document 2021-176, motion concernant les décisions de la SNCB de fermeture et de réduction d'horaire des guichets de gare. C'était un point en urgence. L'Assemblée adopte à l'unanimité le document 2021-175, motion visant le maintien d'agences bancaires et de distributeurs automatiques de billets de banque à proximité des domiciles des citoyens sur le territoire de la province de Liège. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2021-157 et 158, 2021-160 à 166 et les documents 2021-168 et 2021-174. L'Assemblée adopte les documents 2021-159 et les documents 2021-169 à 173. L'Assemblée prend connaissance du document 2021-167, l'amendement budgétaire 2021 AB04 est rejeté et l'amendement budgétaire 2021 AB07 a été retiré par son auteur. Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier est approuvé. La séance publique est levée à 18h15. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous avez reçu par mail l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte un point, le document 2021-A16, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au féminisme. Pour cette question, je donne la parole à Madame Muriel Freinet. Tu as la parole, Muriel. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Le Collège provincial est-il féministe?
Question provocante peut-être, mais en ce mois de mars, non loin du 8, Journée internationale des droits des femmes, et à la suite de notre dernier conseil, qui a vu et entendu une déclaration d'une députée provinciale sur le sujet, on peut s'interroger. Qu'est-ce qu'être féministe aujourd'hui pour une institution? C'est respecter la parité au sein de ses organes dirigeants. Nous y sommes presque. C'est pratiquer des statistiques de genre comme amorcé en 3e commission. C'est aussi se pencher sur l'égalité de traitement des politiques publiques et de l'argent public réparti là où il y a encore du boulot. Un peu de gender budgeting, un soupçon de rééquilibrage des subsides sportifs, une pincée de formation à l'approche du genre pour les fonctionnaires et les élus provinciaux. La recette d'une approche féministe serait-elle en route pour le bien de toutes et de tous? Il n'y a pas d'équidistance à avoir dans l'approche féministe d'une société. Oui, le patriarcat tue. Oui, les violences conjugales sont le fait des hommes à 95%. Oui, le harcèlement de rue est une réalité, sans parler des attaques sexistes, brutales et insultantes sur les réseaux sociaux. Ce 11 mars, une jeune femme a été agressée à son domicile à Liège, alors qu'elle voulait créer une association de défense des victimes de viol. L'association verra bien le jour, hélas, sans elle. Voici son témoignage. Suite à une agression hier matin à mon domicile par 4 individus, je vous annonce que je me retire du projet de la SBL. Elle verra bel et bien le jour, mais pour ma sécurité et celle de mes proches, je préfère prendre les menaces au sérieux de mes agresseurs et ne plus faire partie du jeu. Nous vivons dans un monde qui va très mal. Je pensais faire quelque chose de bien, mais pas au prix de ma vie. La SBL sera bien créée, mais je n'en ferai pas partie. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je quitte les réseaux sociaux pour quelque temps. Nous sommes bien face ici à une construction sociale du modèle féminin qui vient de loin et qui nous colle à l'esprit et dont nous avons collectivement du mal à nous débarrasser. La libération de la parole des femmes n'est pas neuve. Elle a repris vigueur ces derniers temps suite au comportement individuel de certains qui, pendant des années, ont fait partie de notre vie collective. Qui n'a jamais entendu sur son lieu de travail, dans des réunions, des pics ou des attaques, des insinuations liées au genre et plus particulièrement envers les femmes ou la femme qui s'exprime, qui donne son avis, qui tout simplement est présente. En Belgique, le combat féministe a touché tous les partis politiques. De grandes figures socialistes et libérales ont pris part à ce combat. Je ne citerai que Jeanne Brigode ou Marthe Boel pour les libéraux, Émilie Klaas et Marie Janson pour le Parti socialiste, pour ne prendre que ces 4 exemples. Et je ne doute pas qu'il y en ait encore aujourd'hui qui se revendiquent de cette tradition de lutte. Quand mes collègues du PTB proposent de baptiser une école technique du nom d'une syndicaliste de l'AFN, cela a du sens dans la logique de cette tradition de lutte. Rien ne nous a été donné. Nous avons tout conquis, en ce compris des droits fondamentaux qui nous ont été niés pendant des siècles. Cela aussi a du sens justement parce que c'est une école technique, qu'elle est située à Herstal. La grève des femmes de l'AFN est un acte majeur pour la reconnaissance des droits des femmes en termes d'égalité salariale. C'est un acte fondateur des droits sociaux des femmes, repris dans de nombreux pays et de conventions internationales qui y font référence. En raillant cette proposition, en la réduisant à une demande à la mode, en proposant une série de noms des plus cocasses à la place, Angèle, Christina Cordula, j'en passe et des meilleurs, le collège provincial, par la voix d'une de ses députées, a montré bien peu de respect et de reconnaissance pour cette histoire. De plus, en manière de toponymie, nom de rue, de place, d'établissement public, il est toujours préférable, souhaitable de prendre des personnes décédées afin de bien veiller au CV de la personne qui doit correspondre à ce que l'on veut insuffler comme message. Rappeler l'histoire du féminisme belge, ses combats, ses victoires sont essentiels au regard de notre histoire récente. C'est aussi démontrer que la puissance publique en prend acte. Et que serions-nous ici sans les luttes des mouvements féministes, sans la loi sur la parité, sans l'autorisation de la vente des contraceptifs, sans la dépénalisation de l'IVG? Que serait notre province dont Théroigne de Méricourt, la belle liégeoise, fut une figure de la Révolution française, face honneur aux femmes, oui. J'ai personnellement été très choquée de cette réponse donnée en séance publique. Je ne pense pas être la seule parmi mes collègues tant féminines que masculines. Le niveau de cette réponse n'est pas pour moi à la hauteur de la question, qui, même si elle vient d'un groupe politique de l'opposition, mérite qu'on s'y attarde ou du moins qu'on y réponde autrement que par des attaques stériles des conceptions sociétales dans notre âge. Je vous remercie.
Merci Madame la conseillère. J'invite Madame Cathy Firquet, députée provinciale vice-présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci Monsieur le Président. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui va me permettre une deuxième fois et certainement, je l'espère en tout cas, plus en profondeur, de faire le point sur plusieurs volets de nos projets provinciaux. Aujourd'hui, et dans le contexte historique que nous connaissons à plusieurs égards, nous aurions pu parler de la réforme des zones de secours, de la réorganisation de notre institution ou même de la troisième vague qui arrive ou qui est déjà là, mais non. Nous nous intéresserons donc à la question de savoir si le collège provincial est ou n'est pas féministe. Être ou ne pas être féministe, je vous laisse terminer. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'être féministe? Selon le Larousse, être féministe signifie être partisan du féminisme. Le féminisme étant pour sa part un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Nous en sommes toutes et tous conscients, les inégalités entre les femmes et les hommes sont bien présentes et touchent tous les domaines de la vie. La lutte pour l'égalité peut donc avoir tout son sens. Certaines dames déclarent cependant ne pas avoir besoin du féminisme parce que, par exemple, elles ne veulent pas défendre les droits des femmes au détriment de ceux des hommes. En outre, j'ignorais jusqu'il y a peu que militer pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société passait par le fait de donner le nom d'une école à une dame gréviste dont, je l'ai dit, je suis et reste sensible à l'histoire, je l'ai dit le mois dernier, et je le répète, je peux comprendre certains des choix posés ou proposés. Comme je l'ai dit également, la bien-pensance actuelle aurait voulu que je réponde que c'était là une excellente idée, ça aurait fait bien, comme on dit, ça aurait été dans le sens du poil et nous n'aurions eu aucune question d'actualité aujourd'hui. Mais ce que j'ai souhaité dire avant tout, c'est que les femmes, quel que soit leur combat, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles sont entrées dans la postérité, méritent mieux que cette action symbolique. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec ce fameux tunnel bruxellois. Annie Cordy, pour ne pas la nommer, ne mérite-t-elle pas mieux que ce combat, certes symbolique mais stérile? Aujourd'hui, alors qu'elle devrait donner son nom à un tunnel, on se demande tout de même si ces chansons ne sont pas le reflet d'un certain racisme. Pour revenir à Germaine Martens, puisque c'est d'elle dont il s'agissait dans la question précédente, nullement je ne remets en cause son parcours ou ses actions en doute. Ce que je pense par contre, c'est que comme modèle pour les jeunes gens, il y a peut-être des noms plus connus. Les exemples choisis le mois passé étaient peut-être provocateurs, je vous le conseille, Madame Gernet. L'objectif était avant tout de chercher des noms de dames connues des jeunes et pouvant les inspirer dans leurs apprentissages. Vous noterez par ailleurs que lorsque le gouvernement bruxellois a lancé sa procédure pour renommer le tunnel Léopold II, les noms de femmes tels que Marie Curie, Marguerite Yourcenar, Rosa Parks, Simone Veil, pour ne citer qu'elles, étaient proposés. Je n'ai pas lu ou entendu de nom de syndicaliste, mais le nom d'une héroïne de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, de la première femme médecin de Belgique ou encore de la première femme congolaise à avoir occupé un poste gouvernemental dans son pays. Ce sera mon seul trait d'humour aujourd'hui, Madame Gernet, mais si j'avais proposé les noms de Greta Thunberg ou d'Adélaïde Charlier, m'auriez-vous questionné aujourd'hui? Par ailleurs, plutôt qu'être féministe, ne peut-on pas se revendiquer humaniste? En effet, selon certains, se revendiquer humaniste avec un grand H, c'est affirmer la dignité et la valeur de tous les individus, c'est donc par extension être féministe. Pour en revenir à votre question, vous le savez mieux que moi, en Belgique existe la Commission royale de toponymie et dialectologie. Celle-ci exerce ses missions sous le haut patronage de l'Académie royale de Belgique. Je vous invite à consulter son rapport concernant la dénomination des voies publiques en région de langue française. L'analyse vaut également pour les bâtiments. Que dit cette commission qui fait office de référence? 1. Que la préférence doit toujours être donnée aux noms appartenant à la tradition. 2. Qu'à défaut de noms traditionnels, on doit préférer en second lieu les noms descriptifs. 3. Que sont très bons aussi les noms inspirés de l'histoire et du folklore de la localité. 4.
que lorsque ces diverses possibilités sont exclues, on doit bien recourir à des noms plus arbitraires, c'est-à-dire sans lien avec la réalité locale. Je vous l'ai dit, nos bâtiments s'appellent le Val-Benoît, les Chiroux, la caserne Saint-Laurent, et nos écoles portent, à 2 exceptions près, le nom de la commune. La Commission livre également une remarque générale sur les noms de personnes. La ligne de conduite de la dite Commission nationale est de ne pas favoriser les noms de personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, a fortiori si elles sont vivantes ou si leur décès est récent. La Commission parle d'un décès postérieur à 50 ans. La plupart des noms de personnes que l'on a vu fleurir chez nous ont été donnés au XIXe ou au XXe siècle, avec parfois très peu de recul. Il s'agissait tantôt du nom d'un bourgmestre, tantôt de celui de l'instituteur ou encore du médecin. Sur du long terme, tout cela perd son sens et aujourd'hui, beaucoup de ces noms ne disent plus rien à qui que ce soit. Il n'y a pas 30 ans que Germaine Martens est décédée et déjà la question me semblait pertinente de savoir si ce nom était suffisamment évocateur pour nous, mais aussi et surtout pour les élèves de l'école envisagée. Ainsi, je rejoignais donc les recommandations de la Commission royale de toponymie et dialectologie. Par ailleurs, donner un tel nom à une de nos écoles provinciales, est-ce que cela n'aurait pas été un message contradictoire pour ceux qui veulent d'une institution provinciale modernisée et dépoussiérée? Revenant au texte de votre interpellation, je ne peux évidemment que soutenir les combats dont vous parlez sur l'autorisation de la vente de contraceptifs ou sur la dépénalisation de l'IVG. Les femmes devraient en effet pouvoir disposer librement de leur corps. Et donc, le collège provincial est-il féministe? Non, il ne l'est pas. Mais le collège provincial oublie-t-il pour autant les femmes, leurs préoccupations et leur bien-être? Non, il ne les oublie pas. Ainsi, et je ne prendrai ici que quelques exemples d'actions menées par la province, qu'elles leur soient spécifiquement dédiées ou qu'elles visent à sensibiliser à des problématiques qu'elles rencontrent, la campagne Ruban Blanc contre les violences faites aux femmes, la campagne Choisir son métier organisée dans les écoles, ou encore les actions de sensibilisation aux mutilations génitales féminines, notamment en collaboration avec le GAMS. La province octroie également des subventions à toutes sortes d'associations, dont celles qui sont sensibles à la cause féminine. À titre d'exemple, le planning familial Estelle Mazie pour l'achat d'une table d'auscultation gynécologique, la maison d'accueil Le Tournesol pour l'accueil et l'hébergement de femmes en difficulté sociale victimes de violences intrafamiliales, la SBL Vie féminine pour la réalisation d'un film sur l'évolution des droits des femmes. Et pour conclure avec les subventions, sachez que pour l'année 2020, l'importante subvention octroyée à la Fondation Léon Frédéric était conditionnée, si je puis dire, au soutien d'un thème de recherche s'attachant aux maladies féminines comme le cancer ou l'endométriose. Les 3 thèmes de recherche ainsi financés concernaient la contraception, la fonction reproductive et les traitements œstrogéniques. Enfin, en matière de sport, puisque vous l'évoquez, j'ajoute que les 2 courses cyclistes soutenues par la province de Liège ont leur pendant féminin, ce qui n'est pas le cas de toutes les courses, même de celles d'envergure. Ainsi, la Flèche Wallonne pour dames existe depuis 1998, tandis que Liège-Bastogne-Liège est depuis 2017 inscrite dans le calendrier féminin. Madame la conseillère, vous le savez aussi, l'Observatoire de la santé a réalisé un document portant sur le budget genré. Nous attendions la reprise des commissions en présentiel pour pouvoir le présenter. Ce document est un état des lieux de la fréquentation ou de l'utilisation des services du département de la santé et des affaires sociales selon le genre en 2018. Comme précisé à votre collègue, à Madame Gaillard, lors de notre dernière commission, cette présentation aura lieu lors de la 2e commission du mois d'avril et j'espère sincèrement que vous pourrez nous rejoindre dans ce cadre. Les politiques en faveur des dames ne s'arrêtent évidemment pas là. Dois-je rappeler la présence aux CAS de services associatifs qui viennent en aide aux femmes? Et je pense notamment au CVFE, le collectif contre les violences familiales et l'exclusion, au planning familial La Famille Heureuse, à ICAR pour les prostituées ou encore à SOFT, le service d'orientation et de formation pour femmes à la recherche d'un travail. De manière
très précise par rapport à votre intervention. Sachez également que le personnel provincial est composé à 65% de dames et elles sont présentes à tous les échelons jusqu'au sommet, pourrais-je dire, avec Madame la directrice générale provinciale, Madame Louet, que vous connaissez toutes et tous. J'ajoute que la province bénéficie d'une procédure interne relative aux demandes d'intervention psychosociale, y compris pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Vous le voyez, les questions de violence conjugale et d'insinuation liées au genre dont vous parlez dans votre question sont bien appréhendées par les services provinciaux, que ce soit par des actions spécifiques au CAS via les subventions ou même en interne. Toutes ces actions ne sont-elles pas plus concrètes que de donner symboliquement le nom d'une dame à une école ? Le quotidien des femmes ne bénéficie-t-il pas davantage des actions listées ici que d'un changement dans la toponymie des bâtiments provinciaux ? Pour illustrer cette dualité, je ne reprendrai que les questions d'actualité posées lors du dernier conseil. Les jeunes filles préfèrent-elles avoir un nom de femme, un nom de femme être donné à une école provinciale, ou préfère-t-elle l'action du collège de ma collègue Muriel Brodure-en-Tête qui vise à répondre très concrètement à un besoin, celui de permettre aux étudiants de la HEPL de recevoir sur simple demande une aide annuelle de 80 € pour l'achat de leur protection hygiénique. Au combat symbolique, Madame la conseillère, le collège provincial a préféré et préférera toujours le concret. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée provinciale vice-présidente. Y a-t-il des questions? Je m'appelle Muriel Frenet, pas Gernet. Merci. OK. Nous pouvons donc passer au point suivant, le point 3 de l'ordre du jour, document 2021-177, modification des dispositions de l'annexe 4 du statut administratif du personnel provincial non enseignant relatif au congé de naissance et au congé de quarantaine. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, Madame Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Marie. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Voilà, donc votre première commission s'est réunie ce 16 mars et a examiné le document 177 relatif à la modification des dispositions relatives au congé de naissance et au congé de quarantaine. Il s'agissait davantage de remarques, d'observations que de questions en tant que telles. Alors, il nous est précisé que l'intention est d'étendre à l'ensemble des agents statutaires les dispositions qui, jusqu'à présent, s'adressaient aux contractuels, de manière à avoir une approche équitable pour tous les agents. Pour ce faire, une modification du statut administratif s'avère nécessaire. Les modifications permettent notamment une extension pour les papas prenant un congé parental postnatal. Ces nouvelles mesures sont applicables de façon rétroactive à partir du 1er janvier. Le congé de quarantaine est également pris en compte avec un élargissement des raisons utiles, désormais étendu à tous, notamment aux statutaires, ce qui n'était pas l'initiative première de la législation. Un commissaire fait remarquer que les papas ne sont pas les seuls visés, mais également les conjoints. Le point a fait l'objet d'un vote à 10 voix pour et 2 abstentions. Merci, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous pouvons donc, je clôt la discussion générale, nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Le groupe PTB, le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 4 et 5 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 178, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Centre Wallon d'Art Contemporain, la Châtaigneraie, fonctionnement 2021, et le document 179, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Centre culturel de Liège, les Chirous, dans le cadre de l'organisation du Tempo Color 2021 du 4 au 11 mai et durant le 4e week-end de septembre 2021. Ces deux documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Virginie Defrant, à nous en faire connaître les conclusions.
Vous avez la parole, Madame la chef de groupe. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre première commission s'est réunie le mardi 16 mars et a procédé à l'analyse conjointe donc, des documents 2021/178 relatifs à la demande de soutien de la SBS Centre Wallon d'Art Contemporain La Châtaigneraie pour son fonctionnement 2021 et le document 2021/179 relatif à la demande de soutien de la SBL Centre culturel de Liège Les Chiroux dans le cadre de l'organisation Tempocolor du 4 au 11 mai et durant le week-end de septembre 2021. Malgré l'incertitude sanitaire, les Chiroux proposent de construire une action de mobilisation commune et fédératrice avec des expositions, spectacles, petits déjeuners solidaires invendus mais pas perdus et une programmation artistique familiale. Le Collège provincial propose à notre Assemblée de leur octroyer une subvention de 3 500 €. Un membre se réjouit que les Chiroux anticipent la reprise de ces activités et qu'il demande déjà un subside pour un événement qui se déroulera en mai de cette année. En ce qui concerne la Châtaigneraie, le Collège provincial propose à notre Assemblée d'octroyer une subvention en espèces de 10 000 € au profit de cette ASBL au fin de soutenir sa programmation de 2021. Un membre s'étonne de ne pas disposer des détails de cette programmation, comme c'était le cas pour les Chiroux. Le député président énumère alors les 8 expositions prévues, celle de Pierre Lao, de l'Académie à la Châtaigneraie du 27 mars au 9 mai, D'où vient le vent dans le parc de la Châtaigneraie, Corps et âme, Jean-Jacques Simule, Wang Shu-Ye, Transitscape de Pierre Larosa et Manuel Vincent, et la dernière, Pierre Herbet et Albert Dadas. Le membre remercie pour la réponse et ces résolutions sont votées par votre première commission par 9 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions. Merci, Madame la chef de groupe. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 6 de l'ordre du jour, document 2021/180, budget provincial 2021, première série de modifications. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Yves Desroilles, à nous en faire connaître les conclusions. La parole, Yves. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues. La 2e commission s'est donc réunie le jeudi 18 mars pour une série de modifications budgétaires. Une commissaire s'est posé la question de savoir si la diminution des ristournes communales était bien due à Enodia. On lui a confirmé qu'il s'agit bien de 770 000 € de dividendes en moins pour l'an 2019. Le budget extraordinaire prévu à la page 19 du document serait dû à des travaux non prévus au départ. La même commissaire s'est interrogée sur la diminution, voire la suppression des vacataires. Une autre commissaire aurait voulu savoir de combien d'équivalents temps plein il s'agirait. Il aurait répondu par Madame la députée qu'il s'agit d'économies à réaliser en raison de la réforme du financement des zones de secours, par des mesures progressives à partir de 2021. On ne pourrait pas parler d'équivalent à temps plein ou même d'une perte d'emploi, mais uniquement d'une perte de revenus, vu que les vacataires prestent environ 1 heure sur des terrains de foot ou autres. Une autre question concernait le fait que certains investissements n'étaient plus prévus, mais il s'avère que ces investissements ne sont que reportés. Un commissaire souhaitait recevoir des explications sur le fonds de prélèvement de 5 070 000 €. Il lui a été précisé que la réserve réelle était de 70 000 € et que le fonds de roulement tournerait autour de 30 millions d'euros. J'espère que je reprends bien les chiffres parce que ce n'était pas facile de suivre. En commission, donc, toutes mes excuses si un ou une commissaire souhaite réagir par rapport à ce rapport. Je continue. Le même commissaire a constaté que divers subsides étaient annulés. La députée lui a expliqué qu'il s'agit également d'une mesure d'économie, vu que chaque membre du collège provincial est censé trouver 15% de dépenses en moins suite à la réforme des zones de secours. Les modifications budgétaires ont été adoptées par 7 voix pour contre 5 abstentions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseil provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Rafik, Sandrina. D'autres personnes ici? Non. Rafik. Voilà. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le gouverneur qui n'est pas là, chers conseillers, en octobre passé, lors de la session budgétaire, j'exprimais à cette tribune mes craintes pour le personnel provincial à l'arrivée des giboulées de mars et de ce cahier de modification budgétaire. J'aurais vraiment souhaité me tromper, mais malheureusement, le cahier de modification budgétaire qui est soumis aujourd'hui ouvre une nouvelle séquence, celle de restrictions budgétaires conséquentes. En effet, il nous est annoncé que pas moins de 26 équivalents temps plein ne seront plus assurés par la province. Il s'agira de non-remplacement de travailleurs retraités, mais aussi et surtout de travailleurs vacataires auxquels faisaient appel les différents services provinciaux, qui ne seront plus appelés cette année. Les services de la jeunesse, des bibliothèques, des musées et expositions ne feront plus appel à aucun travailleur vacataire extérieur. Le service des sports perdra, lui, plus de la moitié de ses animateurs extérieurs. En dépenses en tous les cas. Les frais de fonctionnement seront aussi réduits d'un montant proche de 700 000 €. Et ce n'est malheureusement pas fini puisqu'il a été demandé à tous les départements comme aux institutions paraprovinciales de réduire linéairement leurs dépenses de 15%. Ces réductions futures s'accompagneront aussi d'une réduction de personnel, comme cela a été dit en commission. Et enfin, les dépenses de transfert, les subsides aux institutions et associations culturelles, éducatives, sportives, vont être impactés pour 1,3 million €. Citons notamment les institutions culturelles et artistiques comme le PRL, l'ORW, l'ASBL Cinéma Liège, qui perdent un total de 439 000 €. Bref, la province ne peut pas sacrifier autant de services sur l'autel du financement imposé et peu négocié des zones de secours. Des secteurs en souffrance comme celui de la culture, de l'événementiel, du social ou celui du sport attendent au contraire un plus grand soutien. C'est incompréhensible de réduire structurellement des dépenses dans de tels secteurs. Il est à noter enfin que la majorité a décidé de réduire ou de reporter des investissements pour 2,4 millions €. C'est aussi significatif d'une tendance générale à la réduction de la voilure des dépenses de l'institution provinciale. Au PTB, nous souhaitons relayer les cris d'alarme qu'on a entendus au sein de l'administration provinciale. La quantité comme la qualité des services rendus par la province vont être affectés demain par ces mesures de restriction si une autre solution de financement n'est pas trouvée pour les zones de secours. Il est donc urgent de trouver un financement pérenne pour ces zones de secours entre les différents niveaux de pouvoir et de renégocier tant avec la région wallonne qu'avec le fédéral une autre répartition plus équilibrée et plus étalée dans le temps. Différents secteurs impactés par la crise sanitaire, culture, jeunesse, sociale et sport, attendent de l'institution provinciale qu'elle renforce sa présence et ses subsides et non qu'elle réduise ses budgets. Sans surprise, nous voterons donc contre ce cahier de modification budgétaire. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de groupe. Sandrina. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, chers collègues. J'ai juste une petite question en plus. Au niveau des vacataires, lors de la commission 2, j'ai eu l'explication par rapport à la diminution et la suppression des vacataires au niveau du sport. Mais qu'en est-il par rapport aux vacataires au niveau culture ? Je suis contente, Monsieur le député président est de retour. Car en tant que vice-présidence du Centre culturel de Oui, je sais que les vacataires y seront supprimés et que le centre peut demander un subside pour les payer directement. Confirmez-vous ces infos? Si oui, seront-elles des économies? Je vous remercie. Merci, Madame la chef de groupe. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? A priori, non. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Le groupe MR, le groupe PS, qui est contre? Le groupe PTB, qui s'abstient? Contre? Donc, le groupe CDH, qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 7 de l'ordre du jour, le document 2021-181, désignation de comptable en des matières effectifs et suppléants pour le pôle itinérant espace Franquignoul,
CAS. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour, le document 2021-183, avance de trésorerie au centre hospitalier Rena Street de Malmedy, prolongation de délai de remboursement. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Sabine Landrin, à nous en faire connaître les conclusions. J'ai la parole, Sabine. Bonjour tout le monde. La deuxième commission s'est réunie ce 18 mars afin d'examiner le document 2021-183 intitulé « Avance de trésorerie au centre hospitalier Rena Street de Malmedy, prolongation de délai de remboursement ». Un commissaire se demande si le service de gériatrie est ouvert et s'étonne que le courrier pour la demande de prolongation du prêt arrive la veille du remboursement. N'y aurait-il pas une procédure à mettre en place pour l'année prochaine? Dans un premier temps, il est répondu que l'on ne pense pas que le service de gériatrie soit ouvert. En ce qui concerne la prolongation demandée, il est expliqué que les problèmes financiers avancés par le CHRA pour justifier ce report sont traduits dans un plan de trésorerie 2021, laissant apparaître de nouveaux besoins en liquidité durant cette période. Par ailleurs, une incertitude est aussi communiquée quant aux montants réels qui pourront être conservés. Certaines aides perçues du fédéral seront effectivement restituées au bénéfice des médecins, aide INAMI dans le cadre de la crise sanitaire. L'administration poursuivra ses analyses sur l'évolution de la trésorerie du CHRA durant l'année 2021, notamment par l'analyse des comptes 2020 qui seront publiés pour le 30 juin 2021. Un point précis de la situation sera donc effectué avant la nouvelle échéance, quelques mois avant et non la veille. Le projet d'avenant ici présenté exige une égalité de remboursement de l'ensemble des partenaires publics du CHRA si des remboursements sont opérés courant 2021. Après ces précisions, votre commission s'est prononcée par 9 votes pour, 0 contre et 3 abstentions. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur le député. Vous avez la parole. On n'est pas pour très longtemps, mais simplement parce que j'entends dire que le service de gériatrie ne serait pas ouvert. Donc je peux vous dire qu'il existe bel et bien un service de gériatrie dans cet hôpital, donc qui est ouvert depuis déjà longtemps, mais qui a fait l'objet d'un renouvellement complet et qui a accueilli une nouvelle gériatre. Donc c'est un service de gériatrie qui fonctionne de manière tout à fait normale, en tout cas hors temps Covid, puisque la plupart des hôpitaux, comme vous savez, pour le moment fonctionnent de manière plutôt de manière faible en termes d'hospitalisation normale. Et c'est également un hôpital qui comporte les 11 spécialités nécessaires à un hôpital général. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour être un hôpital général, il faut effectivement avoir les 11 spécialités. Et cet hôpital, eh bien, a les 11 spécialités et rend énormément de services aux habitants de la région. Et en plus d'être un pôle économique, évidemment, pour une ville comme la ville de Malmedy, je vous remercie. Merci pour ces précisions, Monsieur le député. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 9 de l'ordre du jour.
Le document 2021-187, transaction dans le cadre du litige relatif à la construction de l'extension du réfectoire à l'Institut provincial d'enseignement agronomique de l'Arrête. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 10 et 11 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 184, culte compte 2016 de la mosquée Fatit rue de Tiller à Saint-Nicolas, avis favorable, et le document 185, culte compte 2020 de la fabrique d'église orthodoxe Sainte-Barthe à Liège, avis favorable également. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la 5e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces deux documents? Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS, le groupe Écolo. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les deux résolutions. Point 12 de l'ordre du jour. Document 186. Emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2021, deuxième série. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 6 voix pour et 4 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le vote Écolo. Abstention? Abstention? Pour? Ah, OK, d'accord. Merci. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 13 de l'ordre du jour. Le document 188. Enodia, Assemblée générale extraordinaire fixée au 19 avril 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande. Monsieur Rassa. Très rapide, c'est simplement pour justifier notre vote. Nous allons voter contre ce point parce que nous pensons que cette Assemblée générale extraordinaire est la dernière étape avant la privatisation annoncée de vous avec le rachat de Brutélé. C'est la raison pour laquelle nous votons contre ce point. Merci, monsieur le chef de groupe. Personne ne souhaite intervenir, d'autres? Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS, le groupe Écolo. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 14 de l'ordre du jour. Le document 2021-01, rapport d'activité 2020 concernant la culture. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Meinrey, à nous en faire connaissance des conclusions. Tu as la parole, Marc. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Donc, ce mardi 16 mars 2021, votre première commission s'est réunie afin de prendre connaissance du rapport d'activité concernant la culture pour l'année 2020. Madame Greskoviak, directrice en chef du département, nous a présenté succinctement les grandes lignes du rapport culture, fort de ses 466 pages. L'année 2020 a évidemment été particulière, beaucoup d'activités ont dû être annulées, certains lieux fermés. Néanmoins, le soutien de la province, et pas seulement que financier, n'a pas été remis en cause, bien au contraire.
Plusieurs remarques en ce sens étant effectuées par différents membres de la Commission, on peut raisonnablement supposer que l'ensemble des membres de la Commission remercient le département culture pour la qualité de cet impressionnant rapport et du travail qu'il représente. Alors, concernant les questions et les discussions, un premier commissaire interroge la directrice sur l'avancement du dossier de reconnaissance en catégorie A du musée de la vie wallonne. Il lui est répondu que la reconnaissance est accordée et qu'elle donne lieu à une augmentation de subsides. Toujours le même commissaire s'interroge sur l'éventuelle pérennisation du service takeaway mis en place dans les bibliothèques durant la pandémie. Il lui est répondu que la pérennisation de ce service est envisagée, mais que la priorité reste quand même le retour en présentiel des usagers dès que cela sera possible. Un second commissaire interroge la directrice sur différentes choses. Premièrement, la promotion des vidéos YouTube. En effet, certaines vidéos de spectacles dont la qualité peut être soulignée ne réunissent à peine que quelques dizaines de vues sur la plateforme YouTube. La directrice répond qu'en effet, toutes les vidéos n'ont pas fait l'objet d'une captation adaptée pour une diffusion en ligne, car ce n'était pas prévu à la base pour être diffusé en temps de pandémie sur une plateforme comme YouTube. De plus, certains arts, comme les arts de la rue par exemple, se prêtent particulièrement mal à une expérience vidéo. Imaginez un cracheur de feu est nettement moins impressionnant en vidéo que posté à 2 mètres de vous. Le même commissaire pose également la question de la diminution de la fréquentation des inscriptions aux bibliothèques malgré la super nouvelle plateforme en ligne. Il lui est répondu que d'une part, cette nouvelle plateforme doit être adaptée pour les utilisateurs. Malgré qu'elle soit meilleure, le changement peut prendre du temps. D'autre part, l'incendie du site des serveurs OVH à Strasbourg a quelque peu compliqué l'expérience utilisateur récente. On espère que les choses reviendront rapidement à la normale et que les utilisateurs reviendront. Enfin, toujours ce même commissaire pose la question des nombreux vacataires qui sont en période normale, comprenez hors Covid, engagés. Ce nombre va être diminué dans un objectif d'économie. Comment le même travail pourra-t-il être fourni par les agents provinciaux sans cette aide? À cette question plus politique, c'est le député président Luc Gillard qui répond. Ils sont dans l'obligation de trouver des moyens. Cette réforme des zones de secours, elle vient d'en haut, rappelle-t-il. Les missions seront donc effectuées par des agents provinciaux dans la mesure du possible, ce qui pourrait entraîner une diminution de certaines activités. Dans la même veine, un dernier commissaire met sur la table la question des mises à la retraite sans remplacement. C'est de nouveau le député président Luc Gillard qui s'y colle. Il assure que ceux-ci se font en dialogue avec les services. Il met aussi dans la discussion, dans la balance, que des mutations entre services peuvent s'opérer. Et enfin, il conclut en expliquant que le déploiement en 2022 du nouveau pôle Bavière va de facto impliquer une nouvelle réflexion en la matière. Suite à cette discussion, il est considéré que la première commission a bien pris connaissance du rapport d'activité culture pour l'année 2020. J'espère ainsi avoir été fidèle et à la fois suffisamment exhaustif et pas trop succinct aux propos tenus par mes collègues commissaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Je demanderai aux personnes qui sont en vidéo de lever la main et je vois que Agip a levé la main. Hop. Y a-t-il... Je félicite mon collègue pour la restitution. Pardon? Ah, là alors on va se perdre. Hein. Je vous demanderai si c'est possible de lever votre main ici en vidéo et s'il y a des interventions, bien entendu, dans la salle, je prendrai note des interventions. Personne ici dans la salle et a priori personne non plus chez soi. On peut donc considérer que ce rapport est complet. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. M. Luc Gillard, député président, répondra à ces interventions très nombreuses dans le cadre de ce rapport dès jeudi. Nous prenons donc connaissance du rapport d'activité 2020 concernant la culture. Le point 15 de l'ordre du jour, le document 2021/02, rapport d'activité 2020 concernant les fonds européens. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Victoria Van den Berg, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Victoria.
Merci, Monsieur le Président. Donc, votre commission 1 s'est réunie ce 16 mars 2021. Alors, nous avions davantage eu une remarque en fait qu'une question. Donc, les projets économiques liés à la crise du Covid-19 sont particulièrement intéressants, souligne un commissaire. Il faut se tenir prêt évidemment à toutes sortes d'éventualités au niveau régional. Les choses sont faites au niveau européen, mais donc le commissaire a fait la remarque qu'on pourrait peut-être les mettre davantage en avant, le fait que des choses concrètes sont mises en place par l'Europe. Voilà, merci. Merci Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clos la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant les fonds européens. Le point 16 de l'ordre du jour, le document 2021-03, rapport d'activité 2020 concernant les relations avec les territoires, les villes et les communes. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Rafik Rassa, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Rafik. Bonjour. Votre commission s'est réunie mardi dernier et a débattu donc du document 2021 RA03 relatif au rapport d'activité 2020 portant sur les relations avec les territoires, les villes et les communes. Une commissaire répète tout le bien qu'elle pense du schéma provincial de développement territorial, tant au niveau de sa construction que de son contenu. Elle se pose néanmoins la question de la mesure des actions entreprises par les communes dans ce cadre. Quel contrôle est-il exercé? Bien sûr, il n'y a aucune contrainte, dit-elle, et on propose deux. L'une sous la forme d'une carotte, celle de l'octroi de subsides, l'autre sous forme d'un bâton, celui du retrait des subsides ou du refus des dossiers. Elle dit enfin préférer les carottes au bâton. Dans le même ordre d'idées, elle se pose la question du respect de la logique des trois cercles, et cela alors qu'un bourgmestre de la deuxième ceinture se félicitait de son 50 millième citoyen. Elle insiste pour que cette dynamique du logement, elle insiste sur la dynamique du logement dont l'importance est capitale, notamment en termes de mobilité. Le député président répond que dès que la province aura passé l'écueil de la réorientation de ses politiques, elle pourra s'atteler à une plus grande cohérence et un meilleur suivi des décisions. Tant qu'on n'a pas stabilisé la structure de la province avec les nouvelles matières, on ne pourra pas assurer le suivi du schéma provincial, ajoute-t-il. Il conclut en certifiant que le souhait est de continuer toujours à faire de la supracommunalité, en indiquant lui aussi sa préférence pour la carotte des subsides, qui seront à terme octroyés effectivement en fonction de ce schéma provincial de développement territorial. Merci, Monsieur le chef de groupe. J'ouvre la discussion générale. Pas d'intervention ici. Pas d'applaudissements, mais pas de main levée non plus. Donc, je considère qu'il n'y a pas de... Ah, Rafik, reviens, je t'en prie. Pardon. Donc j'ai deux questions. Une qui pourrait avoir trait aussi au tourisme, mais je vais la poser quand même ici. Donc le réseau vélo.ne se développe à un rythme soutenu en province de Liège. Désormais, on dénombre 776 km de nouveaux réseaux, 445 km de réseau vélo tour reconfiguré et remis à jour avec la nouvelle signalisation, et environ 400 km de réseaux existants fonctionnels et contrôlés. J'ai extrait ce texte du rapport d'activité. C'est un travail qui porte ses fruits puisque le réseau rencontre aussi son public, et l'année de confinement que l'on a connue n'a pas manqué de donner un coup d'accélérateur à la pratique du vélo-tourisme. Cette année 2020 a aussi connu la publication de 4 cartes.ne en version papier, cartes qui partent apparemment comme des petits pains. En ligne, le site de la province de Liège offre la possibilité de planifier son parcours en ligne, bien sûr, mais aussi la possibilité de visualiser les bornes de rechargement ainsi que les parkings de covoiturage. Enfin, il est possible de remplir un formulaire pour signaler un problème sur le réseau. Le PTB souhaiterait avancer quelques idées pour améliorer le fonctionnement et l'usage de ces outils de promotion du réseau.ne. 3 petits points. Construire des communautés d'usagers pour les différents parcours cartographiés. La page Facebook du réseau.ne est fort active et cela attire chaque jour de nouveaux usagers.
mais rien ne vaut le retour d'expérience des usagers eux-mêmes pour améliorer, promouvoir, voire entretenir, ou à tout le moins préserver ces infrastructures. Deuxième point, construire une cartographie en ligne interactive et augmentée, une carte qui afficherait sur le parcours sélectionner les différents points d'intérêt touristique, mais aussi des informations plus détaillées sur la qualité du parcours, la pente, le revêtement, les aires de repos, le type de paysage. Aujourd'hui, les cartes papier permettent de mieux s'imaginer son parcours que le planificateur en ligne, qui est efficace mais un peu pauvre en information. Enfin, troisième point, promouvoir et diffuser les cartes 2.0 en open data pour le développement éventuel d'applications tierces. Je sais que le réseau est affiché librement, notamment sur Wallon Map, le géoportail de la Wallonie, mais à ce jour, je pense que le jeu de données ne semble pas être exploité par d'autres tiers. Alors, ma deuxième question, c'est sur le schéma provincial de mobilité, sur le plan provincial de mobilité, pardon. Le plan provincial de mobilité réfléchit à un scénario de mobilité qui réponde aux ambitions des territoires et aux enjeux de demain. C'est ainsi que se terminait le document de présentation du schéma provincial de développement territorial. Certes, ce schéma n'est toujours pas approuvé par les 83 communes de la province, mais la réflexion sur le plan provincial de mobilité ne semble guère avancée, à lire le rapport d'activité sur la supracommunalité. Liège Europe Métropole intervient auprès des opérateurs de transport public pour peser sur les décisions, mais les plans de transport de la SNCB se succèdent sans que l'on puisse se référer à un tel plan. Les TEC ajoutent des lignes Interville Express, les lignes WEL, sans que l'on puisse se référer à un tel plan. La Wallonie octroie des subsides pour les communes Wallonie cyclables sans que l'on puisse se référer à un tel plan. Ma question est donc toute simple. Où en est la réflexion sur ce plan provincial de mobilité? Voilà, j'ai fini mes deux questions. Merci, monsieur le chef de groupe. Je vous demanderai d'envoyer vos questions le plus rapidement possible au service du Conseil pour les transmettre aux députés afin de préparer leurs réponses. Plus personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Le Collège provincial répondra à cette intervention ce jeudi. Point 17 de l'ordre du jour, le document 2021-04, rapport d'activité 2020 concernant les relations internationales et institutionnelles. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission. Celui-ci n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, votre première commission vous invite à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant les relations internationales et institutionnelles. Le document 2021-05, rapport d'activité 2020 concernant la communication. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Sandrina Gaillard, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Ce jeudi 18 mars, Monsieur Thomas Renders, directeur faisant fonction, nous a présenté le rapport d'activité du département communication. Il a rappelé les missions du département, il nous a présenté les projets phares, dont la campagne de sensibilisation à l'endométriose, l'optimisation de la présence en ligne de la province de Liège, dont la captation et la diffusion des différents conseils, les jeudis santé organisés en virtuel, le sponsoring de posts Facebook, la modernisation de la charte graphique et des actions spécifiques Covid-19. Les questions et les commentaires. Un commissaire demande au niveau de l'organigramme sur les antennes d'information si elles étaient ouvertes ou non pendant la période Covid. Comment ont-ils travaillé? Monsieur le directeur répond qu'ils ont travaillé comme tous les services publics, c'est-à-dire qu'elles étaient fermées au public, mais les citoyens pouvaient chercher l'information, soit en appelant les antennes. Les appels étaient alors déviés sur les GSM. Il y avait également une possibilité de prendre des rendez-vous spécifiques dans les différentes antennes. Une commissaire a commencé par remercier l'équipe pour la qualité du rapport hyper clair et très agréable à lire. Ces questions. En janvier, Madame la députée avait confirmé les 3 capsules au sujet du Covid. Pour 3 publics différents, la première est sortie il y a quelques jours. Où en sont les 2 autres? Il lui est répondu que l'équipe allait travailler dessus, qu'il y avait un changement de direction au niveau de l'Openado, donc pour les 2 autres, l'équipe devait s'y atteler. Dans l'organigramme, il y a un directeur adjoint spécifique. Ça veut dire quoi?
C'est un directeur qui épaule le directeur faisant fonction dans ses tâches au quotidien. Plus spécifiquement, il a repris la gestion du pôle rédaction, donc c'est lui qui coordonne notamment tout ce qui est suivi presse et aussi coordination des périodiques Notre Province et du journal interne Entre nous. Au niveau des réseaux sociaux, sont principalement utilisés Facebook, Twitter et YouTube. Est-ce que le service pense se diriger vers d'autres publics cibles en passant notamment par Instagram et TikTok? Oui. Le service est en train de préparer l'Instagram provincial. Il l'utilise déjà via des publications sponsorisées sur Facebook qui lui apparaissent alors sur Instagram, ce qui permet de toucher un public plus jeune. C'est un grand défi car il faut avant tout que ce public jeune like une page Province de Liège. 2 agents sont en formation pour mieux maîtriser l'outil et l'objectif serait de lancer la page quand on sortirait de la crise sanitaire. Quels sont les services de la communication qui sont en réflexion par rapport à la recherche des 15% pour le financement des zones de secours? Le service travaille sur les antennes d'information car il y a une décision du collège de les supprimer. Les antennes de Huy, Warem et Verviers vont fermer, excepté Eupen. Il travaille également sur les outils communication papier. L'entre-nous passe dès à présent en version digitale et notre province devrait suivre le plat. Madame la députée prend la parole pour préciser que ce sont des économies ciblées sur les dépenses de fonctionnement parce que le service communication est fort jeune et donc il est difficile de faire des économies sur les dépenses du personnel, c'est-à-dire le non-remplacement des départs à la pension. Mais c'est un département transversal qui a comme spécificité une réflexion différente. La commissaire précise qu'elle était au courant de l'annonce de fermeture faite au personnel des différentes antennes concernées et demande ce qu'il va advenir du personnel de ces antennes. Monsieur le directeur répond que le personnel a été rencontré avec le service ressources humaines pour identifier au mieux leur profil et leur proposer ensuite un poste qui y correspond. La commissaire demande plus spécifiquement pour la personne de l'antenne de Huy qui prend prochainement sa pension s'il serait possible d'envisager qu'elle soit par exemple détachée à la maison du tourisme située à Huy. Madame la députée répond que de manière globale, pour certains profils de collaborateurs, la réflexion du collège est de voir de manière de répondre à une offre-demande d'une structure communale, zone de secours, interco-SBL, en mettant à disposition, sur base d'une répartition évolutive de la prise en charge du coût du collaborateur, certains membres du personnel sur base volontaire. Ceci termine le rapport. J'aimerais ajouter ces quelques mots. Je pensais que nous pourrions intervenir en séance au sujet des rapports d'activité, mais comme cela n'est pas possible, je prendrai la parole au nom de tout le groupe Écolo pour remercier les différents services et chaque membre du personnel pour tout le travail effectué cette année, en cette année super compliquée. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère, mais vous pouvez intervenir ici en séance publique et faire les interventions que vous souhaitez. D'ailleurs, je vais demander maintenant si quelqu'un souhaite prendre la parole ou intervenir concernant ce rapport. Personne ici. Et je ne vois personne en vidéo. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant la communication. Les points 19 et 20 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 2021/06, rapport d'activité 2020 concernant la santé, et le document 2021/07, rapport d'activité 2020 concernant les affaires sociales. Ces 2 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Capa, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le chef de groupe. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale, chers collègues, ce jeudi 18 mars 2021, votre deuxième commission a examiné, comme on vient de le dire, les 2 documents concernant les rapports d'activité sur la santé et les affaires sociales, documents 2021 RA 06 et 07. Après un résumé concis des 2 rapports d'activité, et comme vient de le souligner ma collègue Madame Gaillard, ainsi que déjà Monsieur Manieri tout à l'heure, et je pense que tous les chefs de groupe peuvent s'associer au fait que plusieurs commissaires, toutes commissions confondues, ont souligné la qualité des rapports et du travail effectué par les directions et le personnel des différents services. Donc un commissaire pose un certain nombre de questions. Première question, je me pose la question de savoir si le quart pour les tests est toujours en fonction à oui, et en plus
Les chalets qui les entourent semblent être fermés. Il lui a répondu par la députée que jusqu'à la semaine dernière, il était disponible. Et en cours de séance, il a été confirmé effectivement que le car était toujours disponible et on a précisé que si les chalets sont fermés, c'est parce qu'ils sont là seulement en cas de surnombre de visites. Deuxième question, pourquoi le projet Cédric n'a-t-il lieu que sur Verviers? Il a répondu que ce n'est pas uniquement sur Verviers, il se fait aussi sur Huy, mais d'une autre manière avec la distribution de fardes. Et s'il y a un plus sur Verviers, c'est aussi en fonction des disponibilités de terrain, et il y en a plus actuellement sur Verviers. Autre question, toujours par la même commissaire, question sur la collaboration avec le CHU quant à un projet sur la médecine du sport. Il a répondu que c'est l'expertise et la renommée du docteur Joris qui a porté ce projet et qui a été prise en compte. Il y a une forte émulation par rapport à cette proposition. Autre question, serait-il possible d'avoir une présentation de l'Observatoire? Réponse simple et courte, oui. Le quart de dépistage mobile est-il présenté aux autres arrondissements que celui de Verviers? Oui, et d'autres cercles de médecine ont montré un intérêt. Autre question, par rapport au CAS, peut-on avoir une vue transversale? La réponse étant, les difficultés rencontrées à Liège sont aussi rencontrées par d'autres arrondissements. Imaginez un modèle comme Liège, l'idée reste envisagée, mais ce sera en fonction des disponibilités. Autre question, la baisse au niveau de la PENADO est-elle due au Covid? Oui, et certaines formes telles les vidéoconférences ont très peu d'impact auprès du public cible. Un autre commissaire pose d'autres questions. Toujours concernant l'Ampenado, quelles sont les problématiques les plus présentes, harcèlement ou autres? Une des problématiques est certainement le décrochage scolaire, mais sur les 10 dernières années, la complexité a tellement évolué qu'il est difficile de cibler. Autre question sur le fonctionnement de l'Observatoire de la santé. Il est répondu que de nouvelles données vont être introduites, qu'on rédige et actualise des nouveaux profils de santé dans différentes provinces. On est tributaire des données statistiques des différents niveaux de pouvoir. Enfin, un troisième commissaire pose la question de savoir si du personnel provincial et des bâtiments ont été mis à disposition dans le cadre de la vaccination. Réponse, il y a une demande de l'AGEF, donc il y a l'Association des médecins généralistes de Fagnes et environ, qui a reçu une mise à disposition de personnel, et on répond plus que chaque demande et reçoit une réponse favorable. Quant au bâtiment, on n'a pas eu vent de demande. Cela clôture le rapport de la Commission sur ce point. Merci, voilà, Monsieur le Président. Monsieur le chef de groupe. J'ouvre la discussion générale concernant le rapport de la santé. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole sur ce rapport? Non. Le rapport d'activité concernant les affaires sociales. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention dans la salle. Je ne vois pas d'intervention non plus en vidéo. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant la santé et le rapport d'activité 2020 concernant les affaires sociales. Point 21 de l'ordre du jour. Le document 2021-08, rapport d'activité 2020 concernant les sports. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Nathalie François, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Votre deuxième commission s'est réunie ce jeudi 18 mars pour la présentation du rapport d'activité de l'année 2020 en ce qui concerne les sports, le document 20-21 RA 08. Nous avons eu la présentation du rapport par M. Bozzi. Un conseiller a posé une question sur le Country Hall de Liège, page 35 du rapport, par rapport aux 750 000 € qui continueront à être versés jusqu'en 2024. Or, au niveau de la députation provinciale, il avait été convenu, en date du 25 février 2021, de ne pas conclure d'accord complémentaire à la convention de 2007 concernant la participation de la province. La députée a répondu être sollicitée tant par la Fédération Wallonie-Bruxelles que par l'ASBL de la gestion du bois de Saint-Jean pour aller au-delà de la date butoir de l'accord.
Nous avons un accord signé jusqu'en 2024. Mais au vu de la situation actuelle de notre institution, il semble peu probable de pouvoir s'inscrire dans cette démarche. De plus, rien n'a été décidé à ce jour. Nous reviendrons vers la Commission une fois qu'une décision de principe sera prise. Une conseillère pose une question sur un point de la page 17 du rapport concernant ce qui était entendu par l'accessibilité du droit d'inscription. Il lui a été répondu 30 € pour les 3 modules. Cette conseillère a également demandé si certaines personnes avaient réclamé leur droit d'inscription payé suite aux annulations dues au Covid. Il lui a été répondu qu'il y avait eu volonté de maintenir pratiquement toutes les activités pour les 4-11 ans, sauf les activités de piscine. Des remboursements ont été réalisés lorsque demandés, mais certaines personnes n'avaient rien réclamé puisque le droit d'inscription de 30 € était couvert par les remboursements de la mutuelle pour le sport. Il y avait également une proposition de ne pas réclamer les 10 € pour les activités annulées, mais de récupérer le montant en tant qu'avance lors d'une nouvelle inscription. Une conseillère a demandé si les 4 axes décrits, améliorer la pratique sportive, proposer une politique de proximité et de soutien, garantir une offre sportive pour tous, soutenir le sport et la compétition, seront toujours déclinés. Il lui a été répondu par l'affirmative. Elle a également demandé si les vacataires seraient remplacés par le personnel provincial et si le personnel pourrait remplacer les vacataires pour tous les sports, comme pour le golf. Il lui a été répondu par l'affirmative pour le golf. Il y a des gens très compétents dans le personnel provincial. Cependant, il faudra aller chercher de l'expertise dans certaines fédérations ou dans certains clubs pour lesquels une subvention est donnée, et cela dans un esprit donnant-donnant. La conseillère a également demandé la raison de l'augmentation des subventions, passant de 400 000 € en 2019 à 614 000 en 2020, soit une augmentation de plus ou moins 30%, alors qu'il y avait une diminution de clubs. Serait-ce à cause de l'enveloppe pour le hockey? Il lui a été répondu que normalement, il n'y avait pas d'augmentation, sauf pour la Coupe du monde de hockey. Il y a eu certains crédits spécifiques, comme pour le meeting d'athlétisme annulé en 2020. Les fonds ont alors été reversés dans un pot commun pour être redistribués à d'autres. Voilà, Monsieur le Président, j'espère avoir été complète sur nos discussions. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Pas d'intervention ici dans la salle et je ne vois pas d'intervention en visio également. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant les sports. Le point 22 de l'ordre du jour, le document 2021-09, rapport d'activité 2020 concernant l'enseignement et la formation. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, M. Delray, à nous en faire connaître les conclusions, mais je ne pense pas que M. Delray soit arrivé. Rafik, as-tu... Oui. M. Delray n'est pas arrivé. Hein. Je t'en prie, Rafik. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers, votre 3e commission s'est réunie le lundi 15 mars dernier pour examiner le rapport d'activité 2021 concernant l'enseignement et la formation. La discussion commence par une présentation de synthèse, diaporama à l'appui, livrée au pas de charge par monsieur le directeur général de l'enseignement et de la formation. Il y est notamment question de la façon dont les départements ont répondu aux défis et aux urgences de la Covid. Maintien du lien avec les élèves et les étudiants, continuité des apprentissages, installation des mesures d'hygiène et de sécurité, hybridation des enseignements, solidarité avec le secteur des soins de santé. M. Anzalone évoque aussi, entre autres choses, le projet de cantine scolaire éco-responsable, anniversaire des 10 ans
de l'approche orientante fêtée à Herstal, le plan stratégique de la FGPL, 4 projets de recherche dans des domaines techniques et ou paramédical, une mission économique à Dubaï impliquant les étudiants de bachelier en marketing et commerce extérieur, les journées portes ouvertes en mode virtuel de la haute école et de l'enseignement secondaire. De même, s'agissant du département formation, il résume l'actualité récente concernant chacune des écoles et des services au sein des 3 grands pôles de la formation, et notamment les différentes façons dont ils et elles ont été touchés ou non par la crise. Suite à cela, une commissaire pose une question au sujet de la maison Erasmus, dont il n'est guère question dans le rapport d'activité. Elle s'interroge sur son taux d'occupation au cours de l'année écoulée. Mais aussi, elle s'interroge sur la rationalité du concept consistant à réserver un lieu d'hébergement particulier pour les étudiants Erasmus In, alors que la philosophie de ces programmes d'échange européens serait plutôt en principe de favoriser le mélange et l'intégration des publics étudiants. Enfin, elle souhaiterait en savoir davantage sur le coût réel engendré par chaque étudiant profitant de ce programme au regard des bénéfices par ailleurs générés. Ces questions, mutadis mutandi, valent d'ailleurs aussi pour les internats de la province de Liège. Il lui est répondu qu'il y a eu 2 temps d'occupation à la maison Erasmus l'année dernière, avec un taux d'occupation à 100% lors du premier quadrimestre et environ 70% lors du deuxième quadri, pour les raisons que l'on sait. Quant au coût, il faut bien dire qu'il est difficile à estimer étant donné que la comptabilité provinciale se présente sous la forme d'un budget, où tout est dans tout, et non sous la forme d'une comptabilité analytique séparant nettement entre les différents comptes. De plus, l'estimation du rapport entre coûts et bénéfices doit prendre en compte la réciprocité des accords prévoyant que nos propres étudiants voyagent en Erasmus Out profitent d'un accueil similaire. Enfin, quant à la mixité des publics, elle existe bien puisque la maison Erasmus est attenante à un autre internat et que les différents publics se rencontrent sur une base quotidienne à l'occasion des repas de midi. Au sujet des internats, il est précisé qu'ils ont été occupés cette année à hauteur de 85% environ, sachant qu'en cas d'annulation des séjours pour cause de pandémie, les parents ont pu récupérer leurs redevances en même temps que leurs enfants. Un autre commissaire, réagissant à la présentation préalable du rapport d'activité, trouve impressionnant que 24 353 bilans de santé aient pu être effectués au sein de la population étudiante et demande comment cela a pu être réalisé alors que l'école avait basculé largement en mode virtuel. Il lui est répondu que ces chiffres documentent en réalité les visites médicales réalisées dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire au gré de dispositifs externalisés qui viennent en complément de nos propres dispositifs internes d'accompagnement scolaire. Une dernière question concerne l'aide sociale apportée aux étudiants pendant cette année tellement particulière. La députée Mme Muriel Brodure rappelle qu'un montant de 400 000 € avait déjà été libéré pour permettre aux étudiants de régler leurs éventuelles difficultés en matière de connexion informatique. Plus récemment, le Conseil social de la Haute École a de plus décidé d'octroyer une allocation annuelle de 80 € à chaque étudiant s'inscrivant dans l'enseignement supérieur provincial. Enfin, depuis la semaine du 8 mars et à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une distribution de colis alimentaires a été organisée à l'attention des étudiantes en difficulté. 150 colis ont ainsi été distribués d'emblée, tandis que 210 inscriptions étaient enregistrées pour le même service la semaine suivante. Cette distribution de colis alimentaires est organisée de façon décentralisée pour être accessible à toutes les personnes concernées dans tous les arrondissements de la province. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Luc, je regarde, si tu permets, un petit instant, s'il y a d'autres interventions. Non. Tu as la parole. Voilà, chers collègues, je ne sais trop si je dois intervenir maintenant ou en quatrième. Ma question porte sur les bâtiments provinciaux scolaires. Un vaste programme d'investissement pour l'entretien, la rénovation et la construction des bâtiments scolaires pour tous les réseaux d'enseignement est en préparation par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, j'imagine que vous êtes bien au courant et que vous suivez l'actualité
Une première enveloppe de 300 millions a été mobilisée dans le cadre du plan de relance et de résilience européenne et vise l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc c'est là que je fais le lien avec la 4e commission. Contrairement à la répartition qui prévaut depuis les années 90 dans le PPT, Programme de travaux prioritaires, l'intention du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles serait d'affecter 58,5%, c'est-à-dire 1 150 € par élève, au seul réseau organisé par la FWB, et 41,5%, soit entre 111 et 199 € par élève, au réseau d'enseignement subventionné, le libre, le communal et le provincial. La presse a fait largement écho de la réaction virulente du CEGEC pour l'enseignement libre, jugeant la répartition inéquitable, au prétexte qu'un enfant égale un enfant, et ce, quel que soit le réseau d'enseignement. La province, étant visée par ce projet de répartition inéquitable, pourrait en subir les conséquences. Donc voici mes questions. Quelle est la position du collège face à cette situation? Pensez-vous, comme le CEGEC le pense et comme je le pense personnellement également, que la situation est inéquitable? Le collège va-t-il agir vis-à-vis du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Les besoins d'amélioration des bâtiments ont-ils été chiffrés et à combien se montent-ils? Des dossiers déjà introduits se trouvent-ils dans une file d'attente et si oui, pour quel montant? Je vous remercie pour votre bonne attention. Merci, monsieur le chef de groupe. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Madame Brodure-Huilin, députée provinciale, répondra à cette intervention ce jeudi. Point 23 de l'ordre du jour, le document 2021-10, rapport d'activité 2020 concernant la transition numérique. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, M. Chachkapa, qui était déjà dans les starting blocks, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, me revoilà pour un rapport pour une autre commission, puisque ce lundi 15 mars, la 3e commission a examiné le document 2021 RA10 concernant la transition numérique. Après un résumé malgré tout détaillé du rapport d'activité concernant ce sujet présenté par la responsable du service, Mme Wistenberger, un commissaire pose un certain nombre de questions. Je n'ai pas bien prononcé son nom? Elle ne m'en voudra pas. D'abord, il évoque l'incendie d'un bâtiment en France où ont été stockées un certain nombre de données, mais qui ont pu être sauvegardées. Il s'inquiète de savoir si nous avons le même degré de sécurité et si on sait redémarrer rapidement et si on a aussi des stockages hors ligne. Il lui a répondu que des copies de sauvegarde sont externalisées, par exemple chez NRB. On envisage aussi de mettre une deuxième salle de serveurs en plus au Val-Benoît. On a des solutions différentes qui sont à la fois hébergées dans nos locaux et dans d'autres hébergées dans différents clouds. On essaye d'assurer un maximum de sécurité au niveau des données. Autre question, je dirais plutôt autre remarque, l'intranet des conseillers provinciaux est jugé archaïque. La réponse de la responsable est effectivement oui, le portail des conseillers provinciaux est obsolète, le remplacement est donc dans les projets. On fait un maximum avec une petite équipe web. Donc, le commissaire fait état du nouveau logiciel pour des bibliothèques et pose la question de savoir si les écoles adhéraient à ce logiciel. Il lui a répondu qu'il y a deux types de logiciels, celui pour les bibliothèques et un autre qui est considéré comme un logiciel des centres de documentation plus approprié pour les écoles. Un commissaire précise que certaines communes de la province permettent aux élèves de leur école, quel que soit le réseau, de bénéficier des bibliothèques. Autre question, le prix du matériel informatique est en hausse. Est-ce que cela a un impact? Il lui a répondu que l'année passée, il n'y a pas eu de souci parce qu'on a fait appel à des marchés existants. Par contre, on a rencontré des problèmes en matière de délai. Dernière question du commissaire, que pourriez-vous exprimer comme souhait? Il lui a répondu qu'elle est tout d'abord satisfaite des équipes en place, mais que son inquiétude vient des économies demandées. Il faudra peut-être réduire certains services
Il faudra faire la part des choses. Un autre commissaire pose la question de savoir ce qu'il en est de la LiFi, c'est-à-dire, j'ai découvert d'ailleurs, l'utilisation de la lumière par rapport au Wi-Fi, et si la province envisage d'investir là-dedans. La question a été posée au service il y a un certain temps. La réponse à l'époque avait été négative, mais elle est, en fonction de la question de ce jour, elle sera reposée. Autre question, quelles sont les différentes actions prévues? Il y a une liste d'une centaine de projets divers, mais des choses très spécifiques à la province sont difficiles à partager. C'est un équilibre à réaliser quotidiennement. Dernière question concernant IMIO, l'intercommunal de mutualisation en matière d'informatique et organisationnelle. Est-ce que IMIO est accessible aux pouvoirs locaux? La province y adhère-t-elle? La province n'y adhère pas, mais il y a déjà eu des échanges. Il est à signaler que d'autres synergies existent, et en particulier avec la ville de Liège. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le chef de groupe. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Personne ici dans la salle. Y a-t-il d'autres interventions? Personne. Je clôt donc la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant la transition numérique. Le point 24 de l'ordre du jour, le document 2021/11, rapport d'activité 2020 concernant les infrastructures et le développement durable. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, Madame Catherine Auregard, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre 4e commission s'est donc réunie ce mardi 16 mars et nous avons pu analyser le rapport d'activité 2020 concernant les infrastructures et le développement durable. Il nous a été fait une présentation à la suite de laquelle plusieurs questions ont été posées par différents commissaires. Première question, c'était plus une question-réflexion au sujet du précompte immobilier qui est relevé par l'indicateur expert, qui est jugé astronomique aujourd'hui par rapport à l'attractivité du centre-ville. En effet, si un propriétaire veut répercuter ce précompte immobilier sur son locataire pour la location d'un espace commercial, le loyer demandé devient astronomique de 2 000 à 3 000 euros par mois. Le résultat, il y a beaucoup de cellules commerciales qui sont et qui restent vides au centre-ville. Il nous est répondu que l'indicateur expert sert essentiellement à mettre à jour les bases de données, mais ne joue aucun rôle sur le montant du précompte qui, lui, est géré par l'administration fiscale. Au niveau des montants trop importants du précompte, il s'agit d'un problème politique au niveau fédéral. Bien sûr, la province pourrait jouer un rôle dans la diminution de ce précompte dans un but de relance économique, mais pour cela, il faudrait le faire en concertation avec les communes et le fédéral, car il s'agit d'un impôt transversal. La deuxième question, une commissaire, après un remerciement pour la présentation, s'est interrogée par rapport aux sentiers dans les communes. En effet, dans le cadre du confinement, beaucoup de citoyens ont redécouvert les sentiers et les cheminements lents au sein de leur commune, et les communes ont été interpellées régulièrement pour les morceaux de sentiers qui ont disparu. La commissaire s'interrogeait sur l'aide que la province pouvait apporter à ces communes. Il nous a été répondu qu'au sein de la province, il y a des commissaires voyers qui sont là, entre autres, pour rendre des avis aux communes sur les limites de propriété sur les chemins. La question 3 portait sur l'efficacité énergétique et sur les programmes de subsides qui sont liés à des cadastres énergétiques à réaliser, mais également sur des programmes de comptabilité énergétique. La province met au point un programme informatique de comptabilité énergétique. La question était de savoir quand il serait ouvert aux communes. Il nous a été répondu qu'effectivement, des outils informatiques ont été développés en collaboration entre plusieurs provinces, qu'ils sont actuellement en test et qu'ils devraient être complètement fonctionnels au 2e trimestre. Ils seront alors proposés aux communes quand ils fonctionneront convenablement.
Au niveau cadastre énergétique, la province a réalisé son cadastre et celui-ci est utilisé, entre autres, par exemple, pour analyser et décider au niveau des bâtiments s'il est intéressant de faire des travaux dans le bâtiment ou plutôt de le vendre. Par exemple, à Crisnay, il y a eu un regroupement de différentes associations provinciales dans des bâtiments dernier cri au niveau énergétique. Il y a au niveau énergie, il nous est également signalé qu'il y a actuellement une réflexion sur le rassemblement du prix de l'environnement provincial qui serait intégré au prix de la coopérative agricole. La commissaire adresse ses félicitations pour les actions qui ont été entreprises, mais trouve dommage de ne pas utiliser plus le principe de compensation carbone. Et elle s'interroge également sur les liens avec le cabinet Tellier. Il nous est répondu qu'il y a peu de contacts avec le cabinet, qu'il y en a un peu plus avec l'administration wallonne, mais que ces contacts sont très compliqués et que finalement la province obtient très peu de retours de la région. Question 4. Il y a actuellement à la télé un clip de test achat qui est diffusé sur le thème d'une voiture électrique et cette voiture passe entre autres sur la commune de Jalais où malheureusement la borne provinciale de recharge ne fonctionne pas. Et ce serait également le cas pour d'autres bornes installées par la province. La commissaire demande donc des explications. Il nous est répondu qu'au niveau marché public, il est prévu que, premièrement, le fournisseur installe la borne, ensuite, la commune installe le réseau et fait réceptionner celui-ci par Covasot, et enfin, le fournisseur met la borne en fonction. Il est donc normal qu'il y ait parfois un petit delta entre l'installation et la mise en route réelle de ces bornes de chargement. Voilà, c'est la fin des questions. Merci Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale et prends note des intervenants. Pas d'intervention dans la salle. Pas d'intervention en vidéo. Si. Isabelle Samedi, j'aurais simplement souhaité une petite intervention en disant qu'on avait vraiment été très court au niveau timing avec 1 heure de Zoom en fait. On s'est vraiment retrouvé à précipiter le rapport d'activité. Je pense qu'il y avait encore des questions qui auraient pu être posées, mais voilà, on était vraiment dans un timing très serré, donc ce serait bien, si ça devait encore se passer, qu'on puisse avoir un timing un peu plus long pour ce genre de commission. Nous avons maintenant tout le temps qu'on veut. Si tu as d'autres questions, Isabelle, tu peux les poser. Non, j'ai pas de questions à poser. C'était simplement qu'on a vraiment dû se précipiter pour terminer la commission et donc on est resté un peu... voilà, c'est simplement pour ça. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant les infrastructures et le développement durable. Point 25 de l'ordre du jour, le document 2021/12, rapport d'activité 2020 concernant l'agriculture et la ruralité. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, M. Maxime Degey, à nous en faire connaître les conclusions. C'est la parole, Maxime. Excusez-moi, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, donc notre commission s'est réunie ce 16 mars et on a d'abord eu une présentation PowerPoint du rapport. Nous remercions au nom de l'ensemble des commissaires, l'administration pour son travail et également le travail de Monsieur le député. Suite à cette présentation, quelques questions sur ce rapport. Une première question sur la vente de détecteurs de radon. Est-ce qu'elle va se poursuivre en province de Liège? Une commissaire s'inquiétait car certaines provinces, je pense que c'est celle de Namur, ont arrêté ce service. Le service provincial a reconnu que la vente de ces détecteurs demandait beaucoup de moyens et qu'il fallait réfléchir à l'avenir si on allait pouvoir maintenir ce service. Une autre commissaire a demandé s'il était possible de faire des journées d'études dans les différentes structures de la province de Liège qui s'occupent d'agriculture et de ruralité. C'est avec plaisir que les services ont répondu qu'il était possible d'organiser des visites, même s'il faudra évidemment faire celle-là en fonction de la réalité, des terrains, des heures de travail, pour ne pas déranger évidemment les agents provinciaux. Autre question au niveau cette fois-ci des analyses des eaux pour les citoyens. Est-ce que la dureté de l'eau est-elle bien analysée lorsqu'un citoyen en fait la demande? Oui, dans les cas de demande des citoyens,
C'est une analyse qui se fait d'abord en prélèvement de l'eau, on met un adoucisseur et on refait une analyse si nécessaire afin d'offrir ce service aux citoyens. Dernière question sur notre rapport, c'est la relation entre la province et les communes. La province est évidemment en rapport avec les différentes structures qui aident les communes, quelle en est entre les relations entre la province et les communes. Et donc, oui, effectivement, en fonction des communes, les relations sont plus ou moins fortes selon les demandes des communes, mais bien sûr, les communes n'ont pas toutes les mêmes demandes et les mêmes besoins par rapport aux services agricoles et ruralité. Il y a des contacts très réguliers aussi avec les conférences des bourgmestres sur certaines problématiques bien précises, mais s'il faut améliorer les relations entre la province et les communes sur ce sujet-là, le service est évidemment totalement ouvert. Voilà pour le rapport de notre 4e commission Ruralité et Agriculture. Merci, Monsieur le Conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des intervenants ici dans la salle? Non. Et je n'en vois pas en visio non plus. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant l'agriculture et la ruralité. Point 26 de l'ordre du jour, le document 2021-13, rapport d'activité 2020 concernant le tourisme. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Luc Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. La parole, Monsieur le chef de groupe. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. C'est donc le rapport d'activité 2020 concernant le tourisme pour la 5e commission du mercredi 17 mars 2021. Jérôme Osset, Monsieur le directeur de la FTPL, rapporte à la commission. Ensuite de quoi, Éric Mestré, spécifiquement pour le domaine provincial de Wégimont, et Catherine Allard pour le château de Jehay. Un commissaire fait part d'une réflexion-question suite à l'interpellation ponctuelle de citoyens passionnés qui souhaitent passer du temps utile au profit de la collectivité. La question en l'espèce est de savoir s'il existe un pool de bénévoles chargés d'assurer un entretien, une surveillance de chemins de promenade et du réseau cyclable. Ce point s'inscrit parfaitement dans le volet ingénierie touristique développé par la province. Et j'ajoute que ce point rejoint l'interpellation tout à l'heure de Rafik Rassa. Il lui est répondu qu'il est prévu, à brève échéance, de mettre en place une équipe de parrains-marraines sur le réseau Point Nœud pour relever les soucis, obstruction par de la végétation, vandalisme ou disparition de balises. Ainsi, le personnel provincial pourrait agir rapidement. Pour le réseau promenade plus dense, il faudrait une application plus locale. La réflexion est en cours et sera développée en collaboration avec les maisons du tourisme. Voilà, ceci termine ce rapport. Merci, Monsieur le chef de groupe. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Pas d'intervention dans la salle. Je n'en vois pas non plus en vidéo. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant le tourisme. Le document 27 de l'ordre du jour, le document 2021-14, rapport d'activité 2020 concernant l'administration. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. La partie de ce rapport d'activité relative au personnel a été présentée en première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. La partie de ce document relative au budget a quant à elle été présentée en 2e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Pas de demande d'intervention. En vidéo non plus. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant l'administration. Point 28 de l'ordre du jour, document 2021-15,
Rapport d'activité 2020 concernant les sanctions administratives communales. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission. Celui-ci n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, votre 5e commission vous invite à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale et je prends note des intervenants. Pas d'intervention dans la salle. Pas d'intervention en vidéo non plus. Si personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Le Conseil prend connaissance du rapport d'activité 2020 concernant les sanctions administratives communales. Point 29 de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 février 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu ce jeudi 25 mars à 16h30. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.